Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes au plateau de votre émission Grand Jury. Nous sommes sur la télévision Espoir 47 dans la préfecture de Zio, la ville de Tchévi et puis dans le quartier Pali. Bonjour à vous toutes et à vous tous et toutes nos condoléances aux familles éplorées dans cette explosion d'un silo à l'usine de ciment Wassem Fortia à Tablibo. On dénombre 15 morts avec plusieurs autres blessés. Nous allons en parler dans cette émission ce matin. Nous allons également poursuivre nos analyses et nos points de vue autour du gouvernement Selom Komiklassou et également nous intéresser à son voyage sur la Côte d'Ivoire, au moment même où il y a déjà un ministre assis dans le fauteuil du ministère des Mines et de l'Énergie. Nous allons donc poursuivre et profiter par les civismes en interpellant tout de même la jeunesse togolaise face à ses responsabilités, à son rôle dans un pays qui a besoin d'elle. Ceci étant, nous allons envoyer un coucou spécial à toutes les personnes qui pensent à nous chaque jour que Dieu fait, notamment Sir Adomayakor qui sait qu'au Togo, il y a quand même des gens qui sont déterminés à contribuer, quelles que soient les difficultés, à la construction de leur cher pays, le Togo. Bonjour donc à vous, cher aîné. Bonjour également à tous les journalistes togolais. Bonjour à tous ceux qui se prénomment chéri. Bonjour à toute l'équipe qui nous accompagne et bienvenue au plateau de votre émission. Avant de retrouver notre invité, nous allons scruter la une des journaux qui nous sont parvenus ce matin, commençant par le journal Tingo Tingo, qui titre à la une de son journal « Drame à l'usine de production de ciment Wassem à Tablibo ». Une citerne de fioul explose et fait plusieurs morts avec des blessés graves. Article à lire à la page 5 du journal. Et puis déclaration de politique générale au Parlement, comme Selom Komiklassou face désormais à ses promesses. Rebondissement dans le dossier groupe de balai à Croix, qui de Kokou à Soba dit Bambou et Apelete Gaëtan Hubo a été véritablement responsable de l'évasion de 10 des 19 membres partis en France, s'interroge Tingo Tingo. Et puis insécurité dans le Vaud, des voleurs opèrent en douce depuis Enfoin jusqu'à Vaughan. Les examens de fin d'année, le BEPC a démarré depuis hier et pour 4 jours, nous apprend Tingo Tingo. Nous avons également dans les kiosques ce matin le journal Causa Média qui titre à sa une déclaration de politique générale. L'équipe Klassou à l'onction des députés. Article à lire aux pages 3, 4, 6 et 7 du journal. Et puis protection des ressources forestières. L'association des femmes du ministère de l'Environnement à l'école des concepts genre et foresterie nous apprend le journal. Article également lié à la page 7 de Causa Média. Et puis concubinage incestueux, médias force politique, à qui profite le crime, s'interroge le journal. Projet gestion intégrée des catastrophes et des terres, avis d'appel à manifestation d'intérêt pour les ONG de la région de la Cara, service de consultant sélection d'une ONG. Voilà donc tout ce qu'on peut dire ce matin autour des journaux qui nous sont parvenus. Nous allons rapidement retrouver José Eric Gagli, directeur de publication du journal Togo-Liban, qui est avec nous. Bonjour Eric, bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs, n'est-ce pas, de la télévision Espoir, les téléspectateurs, pardon, de la télévision Espoir 47, pardon, excusez-moi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio KMTV, à tous ceux qui nous écoutent bien sûr à Palimé, sur la radio VGK. Et bien sûr Radio Lumière à Anécho. Et je profite de l'occasion pour faire un petit coucou à Estelle depuis Toti. Et aussi, je suis vraiment je dirais pas dans l'embarras, mais dans une confusion totale quant à ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à Tablibo, dans l'explosion. Voilà, nous allons parler. Et je dis toutes mes condoléances, aux familles éplorées et à tous ceux qui sont, n'est-ce pas, à l'hôpital en ce moment, en train de subir des soins intensifs quant à ce qui concerne cette explosion. Voilà, merci. Donc, notre second invité, il est déjà dans nos murs. Nous allons vous le présenter tout à l'heure. Il s'appelle Fabrice Petesi. Il est le directeur de publication du journal Le Libéral. Avant qu'il ne vous soit présenté, nous allons rapidement parler de ce gouvernement à Togo-Liban.
Quelle analyse vous avez fait autour de cette équipe gouvernementale qui nous est sortie dimanche dernier? Je dis que effectivement le gouvernement a tardé à venir. Nous l'avons eu dimanche vers 13h. On l'a tous suivi au niveau à la TVT. C'est un gouvernement, je dirais, un gouvernement, si j'ose dire, RPT, RPT rénové. Le RPT n'existe plus. Absolument, ça n'existait plus. Mais quand on regarde la configuration de cette équipe gouvernementale, on se dit qu'aujourd'hui, nous avons quand même un gouvernement avec toujours les amis, les anciens barons, si j'ose dire, du RPT, qui est défunt, avec UNIR, enfin aujourd'hui rénové. Je me dis, est-ce qu'on n'a plus de cadres dans le parti UNIR, ou on n'a plus d'intellectuels togolais, aussi bien au Togo qu'à l'extérieur? C'est la question que je me pose. Parce que les mêmes personnes reviennent. D'autres, on a l'impression que le ministère qu'on leur a attribué, ça leur appartient. Ils ne veulent pas partir. Et juste un petit remue-ménage à l'intérieur de l'ancien gouvernement, c'est ce que j'ai l'impression. Et on a ici, enfin, je me dis aussi qu'avec l'accord de 92, avec le Gilles Christ Olympio, le fameux... En 2006, pardon, cet accord, ce fameux accord, alliance, est-ce que ça n'existe plus parce qu'on n'a pas retrouvé vraiment les amis ou bien le camp UFC à l'intérieur de ce gouvernement, même s'ils sont là, c'est à un nombre très très réduit. Donc je me dis, bon, c'est une équipe qui est là, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est pour accompagner, comme le dit si bien fort, son action, essayer de concrétiser ce qu'il avait dit durant la campagne, l'action sociale, etc. Bon, bonjour, on est là, on analyse, on va voir ce que ça va donner, ce gouvernement. Voilà, Fabrice Pétési, directeur de publication du journal Le Libéral, qui est avec nous. Bonjour Fabrice et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs. Voilà, tout de suite vos appréciations sur l'équipe gouvernementale qui nous a été présentée dimanche dernier. Oui, d'abord, il faut dire que depuis 2005, c'est l'une des équipes la plus restreinte, avec 22 ministres, 23 si on inclut le chef du gouvernement également là-dedans, donc 23 ministres contre 29, voire la trentaine qu'on a l'habitude d'avoir, donc il faut dire que c'est une nouveauté. Et moi je fais partie de ceux qui militent pour des gouvernements vraiment restreints, pas trop pléthoriques, et donc sur ce coup je crois que c'est une avancée que je salue positivement. Et secondo, sur le plan politique également, c'est le gouvernement le moins ouvert politiquement parlant, c'est-à-dire que c'est un gouvernement à 90% composé des cadres de l'UNIR. Et donc je crois que sur ce point, les écoles s'affrontent. Il y en a qui estiment que quand un parti gagne les élections, il faut que ce parti gouverne et qu'à la fin, il soit le seul et unique responsable devant les faits qui auraient commis par ce gouvernement-là. Et donc, si on prend cet aspect-là, et on peut comprendre aisément pourquoi c'est à 90% UNIR. Maintenant, les partis auxquels UNIR a fait appel, on peut noter l'Union des forces de changement, on peut également noter la CPP. Il faut dire que c'est des partis qui pratiquement ont battu campagne aux côtés de Faure Gnassingbé et qui ont dit qu'ils optent pour Faure Gnassingbé, surtout la CPP. L'UFC ne l'a pas fait officiellement au nom de son parti, mais on a vu également plusieurs cadres de l'Union de forces de changement battre campagne pour Faure Gnassingbé. Et donc, en guise de récompense, peut-être on leur a accordé un portefeuille ministériel occupé par André Johnson. Et maintenant, si on estime que l'accord RPT-UFC signé en 2010 devait permettre à l'UFC d'avoir plus de ministres que cela. Je crois qu'à un moment donné également, il faut être réaliste pour se dire que c'est un accord qui vraiment n'a pas apporté grand-chose du point de vue efficacité au sein du gouvernement. Et donc, je crois que l'ouverture peut ne pas se limiter à des postes ministériels, mais l'ouverture peut sous-entendre également d'autres postes qui existent dans le pays. Il y en a plusieurs, pas seulement les postes ministériels. Mais je suis favorable pour un gouvernement vraiment restreint. Pour moi, l'idéal pour le Togo, c'est d'avoir 20 ministres autour du chef du gouvernement. C'est ça l'idéal.
Mais bon, il faut tenir compte de plusieurs contingences, la géopolitique et tout cela, et essayer de faire les choses. Maintenant, en ce qui concerne le contenu de ceux qui sont nommés, nous on l'a dit, on constate qu'il y a des ministres qui sont presque inamovibles, indéboulonnables. Et je prends le cas du ministre Aya Sor, qui est à l'économie et des finances depuis 8 ans. C'est inédit, c'est pratiquement du jamais vu. C'est vrai qu'on voit des ministres changer de poste et durer au sein du gouvernement, mais lui, depuis qu'il est arrivé en 2007 à ce poste, il y est resté jusqu'aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra ouvrir un autre débat sur ce qui peut expliquer ce caractère inamovible d'Aya Sor au niveau de l'économie et des finances. Mais le constat, c'est qu'il y est et c'est inédit. Maintenant, parmi les indéboulonnables également, on a des ministères comme détenus par la ministre Victoire Toméga Dogbé au niveau du développement à la base. Il y a aussi, bon, dans l'ordre décroissant, il y a aussi, on peut parler des gens comme Yark ou alors Sina Lawson également qui sont à leur poste. Mais quand on prend des gens comme Bawara, à un moment donné, ils sont sortis du gouvernement avant de revenir et tout cela. Et donc, quand on quitte on peut aussi parler de Urokura Agadazi qui aussi boucle un certain nombre d'années au niveau de son ministère, même si c'est pas le même que Aya Sor par exemple. Mais maintenant, on peut parler des grands retours, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà aux affaires à un moment donné, qui ont disparu de la circulation et qui reviennent plus ou moins en force. Et je crois que l'élément le plus illustratif, c'est le cas Paya Doa Boupessi, qui a été ministre de l'économie et des finances, débarqué un matin de l'année 2007, et puis bon, après remplacé par Aya Sor qui est resté. Après, on l'a vu beaucoup plus au Parlement, et puis entre-temps, elle a quitté le Parlement et on l'a revu au niveau de la Commission électorale nationale indépendante pour le voir aujourd'hui au niveau de l'administration territoriale. Je crois que son cas également fait débat parce que Paya Doa Boupessi, on ne l'a pas connu avec Foria Singbe comme un certain Bawara ou Yark ou je ne sais qui. Paya Doa Boupessi, ça fait partie des gens qui ont longtemps occupé les postes ministériels depuis Eyadema. Et je crois que même jusqu'à sa mort, si je ne m'abuse, il doit avoir été ministre même jusqu'en 2005. Et donc, aujourd'hui, quand on le ramène, c'est vrai que ça donne l'impression comme si on cherche, on ne trouve pas et on est obligé de revenir à eux. Bon, sur ce coup, je m'inscris en faux. Qu'est-ce qui a pu militer à ce que Paya Doa Boupessi occupe pour le poste du ministre de l'administration territoriale, quand on voit dans l'entourage du chef de l'État, il y a plein de gens qui peuvent occuper valablement son poste. Quand vous prenez des jeunes, ça c'est l'autre catégorie, des gens qui sortent précocement du gouvernement. On peut citer le Kakonou Boupo, qui à peine entré, sortent déjà dans le second, Anate Koumé Allo, le Christian Trimois. Moi, je peux voir un Christian Trimois à l'administration territoriale. Je suis convaincu que personne ne me dira que, je ne dis pas que Paya Doa n'est pas compétent, il est compétent, mais on ne me dira pas qu'il fera mieux qu'un certain Trimois, par exemple. Donc, sur ce coup, je crois qu'il y a des jeunes qui sont sortis précocement du gouvernement, même si ceux qui sont là ne sont pas tellement vieux. Quand vous prenez des gens comme Robert Doucet, c'est des jeunes, Gilbert Bawara, c'est des jeunes, Sina Lawson, c'est des jeunes également. Et puis, les nouveaux venus, avec, au niveau de la santé, qui reprend son indépendance avec un ministre et tout cela. Mais de façon globale, on constate tout simplement, il y a un débat dans lequel je ne me retrouve pas. Quand on prend les gens qui sont restés à leur poste pendant près de 8 ans, lorsqu'on me dit qu'ils sont compétents, oui, ils sont compétents. Les résultats sont là. Ils sont là, avec les résultats qui sont là. Mais au même moment, il y en a également qui occupent ces postes ministériels sans résultat. Quand je prends par exemple les télécommunications et l'économie numérique, aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes avec la connexion. Les télécommunications sont à l'agonie. Et donc, si on peut estimer que Aya Sor est resté à l'économie et finance a entrepris certaines réformes dans l'OTR, qui n'est pas encore bien huilé, peut-être qu'on aurait préféré qu'il soit là, parce que c'est un homme de rigueur de caractère également qui sait tenir tête à certains barons du pouvoir. Je crois que c'est une qualité qu'on lui reconnaît également. Si ça peut expliquer cela, et quand on prend une ministre comme Madame Dogbé également, qui est
à l'origine de plusieurs initiatives par rapport à l'insertion des jeunes, l'emploi des jeunes et puis la finance inclusive qui est revenue en première ligne d'ailleurs dans le programme d'action du chef du gouvernement. On peut comprendre également qu'elle puisse être à son poste. Également au niveau de l'agriculture, la sécurité également, ça, Yark semble ne pas avoir de concurrent à ce niveau. Donc tout le monde peut comprendre que Yark peut également occuper son poste. Mais quand on prend les télécommunications, on peut se demander mais pourquoi, avec ce manque cruel de résultats, on peut reconduire une dame comme Sina Lawson à ce poste. Mais là aussi, est-ce que c'est une manière de dire que peut-être le problème qu'il y a ne dépend pas d'elle, mais bon, très souvent, nous, on voit le premier responsable. Peut-être que c'est une chance encore pour Sina Lawson de confirmer le bien qu'on a pensé d'elle, parce que quand vous prenez son CV, c'est l'un des CV les plus attractifs. Mais quand on voit les résultats sur le terrain, c'est pas ça. Mais j'espère que cette chance que lui a encore accordé, ou du moins cette confiance à elle renouvelée, lui permettra de prouver vraiment ce dont elle est capable en matière de télécommunications, pour qu'on retienne également son nom dans les annales de l'histoire. Donc je crois que de façon globale c'est un peu cela, parce que quand on raisonne, certains disent non, les gens sont à leur poste parce qu'ils sont compétents. C'est comme à contrario, on dirait que ceux qui sortent ne le sont pas. Je dis non, il y a des gens qui sortent de ce gouvernement qui quand même il y a encore beaucoup de choses qui avaient beaucoup de choses à prouver. Comme on le dit, ce n'est pas l'opinion, même si l'opinion peut se prononcer là-dessus pour essayer d'influencer. Seul celui qui nomme des gommes, donc c'est Faure Gnassingbé qui a gagné les élections, c'est lui qui veut gouverner, il est libre de gouverner avec qui il veut. Si j'étais à sa place également, j'aurais d'autres personnes autour de moi. Et donc je crois que sur ce coup, on est libre de faire nos critiques, des observations et tout cela, parce que c'est notre droit en tant que citoyen. Mais il faut aussi comprendre au-delà de tout que lui aussi, il est libre de choisir qui il veut pour mettre en exécution son programme. Nous, on l'attend au Carrefour à la fin des 5 ans, simplement pour dire, bon voilà, et tu avais dit ceci, voilà, ça n'a pas tenu. C'est pour cela que nous disons, 2010, on nous a amené quelqu'un qui a fait Harvard. Ce n'est pas n'importe qui passe par Harvard, mais en 2015, à l'heure du bilan, les télécommunications ne se portent pas bien. Mais on a parlé... Avec une grande société qui... oui, comme Togo Télécom, qui est aujourd'hui un géant au pied d'argile. Mais on a parlé de l'insertion des jeunes, la lutte contre le chômage. Aujourd'hui, ce n'est pas encore l'embellie. Mais on peut dire quand même qu'il y a eu des efforts qui ont été faits avec les provonates, même si ça ne satisfait pas certains. Il y a eu, à l'heure du bilan, on peut dire que bon, Madame Dogbe a fait ce qu'elle pouvait avec les finances inclusives et tout cela. Donc je crois que aujourd'hui on est en droit quand même. C'est à l'heure du bilan, on saura vraiment qui a fait quoi et qui a fait quoi. Donc depuis 2010, ceux qui sont là, aujourd'hui à l'heure du bilan, il y en a qui s'en sortent avec des mentions plus ou moins honorables, mais il y en a également qui sont en dessous. Au bas de l'échelle. Oui. Voilà. Et Eric, vous partagez l'avis de Fabrice? Je pense que Fabrice a pratiquement tout dit. Il a parlé d'un gouvernement restreint, c'est vrai. Il a parlé de ceux des inamovibles, si j'ose le dire ainsi, tels que les Yark, etc., etc. J'avais dit tantôt qu'on a l'impression que l'ancien régime est un peu revient en force quand on parle de Boupessi, quand on voit certaines personnes qui rentrent dans le gouvernement. Ça me fait peur. Surtout, il y a un cas qui m'a un peu interpellé, c'est le cas de l'ancien directeur général des douanes, je nomme Habib Damon, voilà, qu'on avait un peu critiqué entre-temps, vu sa gestion de la douane. On le revoit encore en force. Bon, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Bon, est-ce que je peux le dire ainsi, que c'est encore des amis de mon président qui reviennent encore au poste? Bon, c'est ça qui me choque un peu. Parce que on a parlé tout à l'heure de Sina Lawson, par exemple, qui nous a pas donné vraiment satisfaction au niveau des télécommunications. Bon, on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est encore une chance, comme l'a dit tout à l'heure Fabrice, qu'on lui donne, de nous prouver, qu'elle nous prouve qu'elle est capable, ou est-ce que c'est parce que ce n'est pas de sa faute? Est-ce que c'est autre chose qui fait qu'elle n'a pas pu, comment dirais-je, donner le meilleur d'elle-même? Bon, c'est des questions qu'on se pose. Mais bon, comme on le dit, l'UNIA a gagné, l'UNIA a formé son gouvernement.
nous, on ne peut qu'apprécier, peut-être au cours de la mi-mandat, dans 2 ans, dans 3 ans, on va apprécier si cette équipe peut franchement mener le bateau du Togo. Bon, alors, il y a autre chose. On a remarqué que dans ce gouvernement, il y a 3 femmes. Même si on lutte pour que les femmes soient présentes dans le gouvernement, il y a par exemple Madame Dobé. Il y a 4 femmes. Oui. Il y a Dobé qui est resté à son poste. Il y a Sina qui est là. Il y a voilà, qui est là toujours. Et puis l'accent social là, voilà, qui a remplacé Madame Dédé Arufa. Bon, il y a 4 femmes, oui, c'est ça, 4 femmes. Donc, on se dit, peut-être... il ira gagner, il a formé son gouvernement, on ne peut pas qu'apprécier. On attend la mi-mandat pour vraiment le juger. Maintenant, je reste avec vous l'aborder, puisque à 13h dimanche, on nous a présenté premièrement une équipe gouvernementale, et à 20h, on retrouve des changements dans la dénomination de certains ministères, et puis une liste additive avec des postes comme ministre auprès du Premier ministre. Et puis plus loin, on a ministre auprès de la présidence. Est-ce que ça vous suscite un commentaire? Oui, bien sûr. Moi, je dis que c'est un cafouillage. Parce que on ne peut, c'est du jamais vu dans des pays démocratiquement parlant, dans des pays qui se respectent. Pour moi, enfin, je l'ai jamais, c'est du jamais vu. On nomme un gouvernement et quelques heures après, par décret, je dis bien décret présidentiel, on rajoute d'autres personnes avec des postes fantômes, moi je les appelle comme ça, parce que quand on prend le cas d'Eliott, ministre auprès du Premier ministre, c'est ça vous faites, hein? Mais ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il serait là pour un chargé d'affaires? Est-ce qu'il y aura des missions? Bon, on ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, peut-être c'est pour remercier le camp des ados, enfin je veux dire le camp, les amis de J.K. Solimpio. Bon, c'est pour ça que j'avais parlé tout à l'heure que est-ce que c'est la fin des noces, est-ce que c'est le mariage, il y a le divorce qui commence à se pointer à l'horizon entre Fornia Singbe et J.K. Solimpio, c'est les questions que je me pose. Bon, c'est pour remercier peut-être le camp des amis de J.K. Personne ne sait, parce que des postes ministériels de ce genre, je me demande, moi, personnellement, à quoi ça sert. Puisque, bon, je ne sais pas ce qu'ils vont faire au niveau de... Mais ils vont gagner leur salaire en tant que ministre, ça, c'est une certitude. Mais ils sont là pourquoi? C'est la question que je me pose. C'est la bonne question. Voilà, Fabrice, c'est vrai, par rapport à ces 2 postes, Fabrice Sili, qui était précédemment ministre du Tourisme, il revient, on ramène également le tourisme, sauf qu'on rattache le tourisme au ministère du Commerce. Et lui, il est ministre auprès de la présidence, avec l'autre, Eliott Oyim, qui est ministre auprès du Premier ministre. Oui, d'abord, je crois qu'il y a une observation fondamentale à faire pour dire qu'en réalité, Fabrice Sili et Eliott Oyim ne font pas partie du gouvernement. Il ne faut pas partie de l'équipe Klasu Selom. Donc c'est pour cela que vous allez voir les décrets sont séparés. C'est-à-dire qu'un ministre auprès de la présidence de la République, or Klasu Selom est censé chapeauter tous les ministres. Donc quand un ministre traite directement avec le président de la République, dans la pratique c'est un peu compliqué qu'il reçoive encore des instructions du chef du gouvernement. C'est pas pourquoi on l'appelle ministre. Oui, c'est pour cela. Non, c'est comme le cas de Solito qui est ministre chargé des affaires présidentielles. Ou alors c'est comme les conseillers qui ont rang de ministre et tout cela et autres. Donc, je crois que c'est pour cela quand vous prenez Togo Presse, qui est le journal public de l'État et autres, c'est pour ça que vous allez voir hier l'album photo qu'ils ont sorti. Il n'y a pas les deux là-dedans. Maintenant, quand on prend au niveau de la présidence, c'est vrai qu'on a déjà eu ces habitudes-là avec le ministre Solito. Vous avez vu que dans ce gouvernement, on n'a même pas parlé de lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'occupe pas toujours son poste. Mais il ne fait pas partie de l'équipe gouvernementale de Klasu, comme il n'en faisait pas partie de l'équipe de Ahomey Juno. Lui, il traite avec le chef de l'État. Je crois que c'est dans le même sillage Fabrice Sili. Mais peut-être la nouveauté, c'est au niveau de la primature, avec ce ministre auprès du Premier ministre, sans une précision sur qu'est-ce qu'il fera
exactement, est-ce qu'on va lui confier certaines tâches et autres. Là aussi, lui aussi fait pas partie du gouvernement, c'est un décret comme ça, on a pris pour dire qu'il est auprès. Mais maintenant, comment est-ce que cela, ça fait un peu cafouillage et désordre, je le reconnais, parce que effectivement, quand vous prenez le gouvernement de 13h ce dimanche-là, il n'est pas le même que le gouvernement de 20h. Vous prenez quelqu'un qui était ministre plein à 13h, je parle de Georges Aïda, qui devient ministre délégué à 20h. Franchement, je crois que sur ce coup, je suis d'accord pour dire qu'il y a une certaine défaillance au plus haut, au sommet de l'État, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après presque 2 mois, tout ce temps-là, on puisse sortir un gouvernement et on a l'impression comme si c'est dans la précipitation, on l'a sorti. Il faut, rien, la Constitution n'oblige pas, n'a pas de limite, n'a pas donné, je sais pas, une date limite pour sortir un gouvernement, contrairement à la prestation des serments. C'est vrai que l'idéal aurait été que ça sorte vite pour que la machine de l'État soit mise en branle, mais rien n'oblige le chef de l'État à sortir le gouvernement dans tel ou tel délai. C'est vrai que ces derniers jours, c'est tellement décrié pour dire mais pourquoi le gouvernement ne sort pas. Mais si je crois que si on n'est pas prêt, on n'est pas obligé de se précipiter, sortir un truc qui n'est pas à l'image d'une certaine rigueur, d'une certaine organisation et autres. Donc je crois que sur ce coup c'est vrai. Mais le cas Elliott Ohin, moi je crois que c'est un peu ridicule. Il va faire quoi? Justement, le ministre, pour Pabre Sili, je le prends comme un certain Solitoki. C'est une sorte de très directement avec le chef de l'État qui va lui confier certaines tâches et autres. Il n'assistera pas forcément au Conseil des ministres et tout cela. Mais un ministre plaçoit déjà ses ministres. Tout ce beau monde d'Ayasor jusqu'à, comment on l'appelle, Sani Yaya, quand on prend l'ordre, ils rendent compte au Premier ministre. Mais maintenant, lui, il est auprès du Premier ministre pour faire quoi? Est-ce qu'on l'inscrit dans l'administration de la primature? Pour recueillir les comptes rendus et les transmettre après au Premier ministre. Je crois que peut-être dommage que Trimois n'est plus dans le gouvernement pour nous expliquer comment les institutions fonctionnent, puisque c'est sa spécialité. Bon, peut-être qu'on peut le prendre en tant qu'expert dans son domaine pour qu'il nous explique clairement ce que ça représente un ministre auprès. Sinon, moi j'ai l'impression, ça c'est mon avis personnel, j'ai l'impression que le gouvernement est sorti, quelqu'un n'a pas vu son nom, il croyait que son nom allait y être, il s'est plaint auprès de qui il pouvait se plaindre, qui a formulé une doléance auprès du chef de l'État, qui a finalement trouvé, tu veux être ministre, non, bon, tu es ministre. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a l'impression que c'est pour remercier un petit peu notre grand frère Gilles-Christ Olympio, je le dis toujours, parce que bon, jusqu'à présent, comme Fabrice le dit tout à l'heure, c'est du jamais vu, un ministre auprès du Premier ministre. Bon, bien sûr, je suis quand même juriste, mais ce genre de... Je ne sais pas comment on peut qualifier ce genre de poste. Vous l'avez dit, est-ce que on va lui confier des missions qui sont hors gouvernement? On ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être conseiller dans le gouvernement. C'est la grande question. Non, parce que c'est vrai, Fabrice l'a expliqué, mais c'est paradoxal de voir un ministre auprès du Premier ministre qui ne soit pas membre du gouvernement. Donc on se pose des questions. Est-ce que c'est tout simplement pour on lui confiera des tâches un peu spéciales? Enfin, je sais pas. Parce qu'on a eu des ministres délégués auprès du Premier ministre. Au moins ça, avec une spécificité. Absolument. Mais au moins si on disait un conseiller auprès. Non, parce que même si vous permettez, dans ce gouvernement, on a par exemple Sani Yaya qui est ministre auprès du ministre chargé de l'économie et des finances. Il est chargé de la planification du développement. Vous avez un autre ministre, par exemple Georges Aïdam, qui est ministre délégué auprès du ministre des Enseignements et il est chargé de... Mais là, ici, voilà, il est chargé de... C'est-à-dire il a quand même un poste bien spécifique. On a eu aussi des ministres d'État sans portefeuille. On prend par exemple le cas de Amania Sidibé et tout cela. Bon,
J'espère que c'est un état et forcément il doit avoir une explication ou alors c'est une nouveauté. En tout cas, bon, nous aussi on peut créer. Mais sur ce, au même moment qu'on cherche à identifier ces ministres dans un rôle donné, on ne trouve pas. Au même moment, on constate, Fabrice, que quand vous prenez par exemple le ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé, on lui ajoute le tourisme qui est un département assez vaste aujourd'hui. Et quand vous voyez notre ministère, c'est-à-dire le ministère de la Communication, de la Culture, de la Jeunesse, on lui ajoute le sport aujourd'hui. Au même moment, est-ce qu'on ne sent pas qu'il y a surcharge quelque part? Non, les ministres, c'est des chefs d'orchestre, c'est tout. C'est-à-dire que l'administration est là, il y a des compétences, le secrétaire général est là, il y a des compétences, je crois qu'au plus haut niveau, au niveau du ministère, ça sera juste une coordination. Donc, moi, je suis plus dans la logique vraiment d'une réduction du nombre, parce que c'est des coûts que ça entraîne au niveau de l'État. Et je crois que le fait que ça réduit, c'est une volonté peut-être au niveau du chef de l'État de réduire un peu le train de vie, ou du moins les dépenses qui sont faites au niveau du gouvernement. Donc, moi, ça ne me gêne vraiment pas. On avait mis des gens, quand je prends par exemple le sport, on avait exclusivement confié ça à des gens qui n'avaient que ça, avec quel résultat? Point d'interrogation. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, le ministère du Tourisme, il est là, il est en face du stade omnisport de Lomé, sur l'alignement du PNUD ou je ne sais pas quoi. Et il est là avec des cadres qui sont formés. C'est pas trop loin du cadet. Qui s'y connaissent en la matière. Mais je crois que la ministre du Commerce fera juste une certaine coordination à son niveau. Ministre de la Communication également. La communication, il y a la RAC qui fait déjà un grand boulot également. C'est vrai. Et on lui ajoute également le sport et la formation civique. Tout ça, vous allez voir qu'il y aura quand même des départements qui vont gérer l'affaire et qui vont seulement remonter peut-être ce qui doit être remonté au niveau du ministère. Mais on raconte également dans la foulée qu'il n'est pas exclu que des secrétaires d'État soient nommés dans les jours à venir. Donc peut-être que ça permettra aussi de décongestionner un peu ceux qui ont l'impression d'être un peu trop chargés. Voilà. Mais il y a un cas, je suis d'accord avec l'analyse de Fabrice, mais il y a quand même un cas qui me tient vraiment à cœur, c'est le département du tourisme. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, notre Afrique, en général, se nourrit essentiellement de tourisme, même si le département tourisme au Togo n'est pas si développé que ça. Mais le rattacher à un autre ministère, moi, ça me gêne un peu. J'aurais préféré que... On avait parlé d'un haut commissariat. Voilà, j'aurais préféré qu'il y ait soit un haut commissariat autour du tourisme ou un ministre qui s'occupe essentiellement du tourisme. Parce que quand on voit dans les grands pays, le tourisme apporte énormément à la nation. Que ce soit le Maroc, que ce soit le Sénégal, etc. Même aujourd'hui, le Sénégal est en train de booster le secteur touristique en interdisant ou bien en abolissant, si j'ose le dire ainsi, les visas touristiques pour les touristes. Donc je pense que c'est un département, un poste assez clé dans un pays qu'on n'a pas normalement le droit d'associer à d'autres ministères. Mais bon, puisque c'est M. Faure qui l'a décidé ainsi, on va voir si, comme il a dit tout à l'heure Fabrice, des chargés d'affaires ou soit des secrétaires d'État seront nommés pour un peu alléger la tâche de nos ministres. Voilà, alléger la tâche de nos ministres. Et puis il y a un constat qui fait également la une sur les ondes dans les différents débats, c'est le fait qu'il n'y a pas de portefeuille consacré essentiellement aux droits de l'homme, au moment même où le Haut Commissariat des droits de l'homme ferme ses portes dans notre cher pays. Cette inquiétude des défenseurs des droits de l'homme semble être pertinente. Moi, je fais partie de ceux qui estiment que c'est pas nécessairement l'existence d'un ministre qui peut permettre de régler la question pas seulement la question des droits de l'homme, bien d'autres questions également. C'est-à-dire, si certaines structures sont là et chacun joue son rôle, bon, maintenant on explique que le ministère de la Justice peut s'en occuper. Mais comme je suis favorable à un gouvernement vraiment, tout est important, tout est important. Si vous voulez, on peut même aller à un gouvernement de 80 ministres. Bon, avec quel résultat? Je crois que
il faut apprendre à être efficace, c'est-à-dire pas dans la quantité, mais dans la qualité. Et donc, les droits de l'homme, c'est important. Le tourisme, c'est important. Même si vous voulez la réforme administrative, c'était un ministère. Je crois que c'est de ça notre ami, ou du moins Excellence, Monsieur le ministre auprès du Premier ministre, c'est un portefeuille comme cela, il occupait. Et donc, vous allez voir que on aurait pu en faire un ministère, car moi, on a eu en 2005, par exemple, avec le gouvernement qui avoisinait les 40 personnes, on a eu un ministère de la culture, simple, un ministère des sports, simple. Donc, maintenant, par rapport à ce qu'il rapporte, ce que ça fait dépenser à l'État comme argent, parce qu'il faut les résultats. Pour moi, c'est pas forcément dans le précédent gouvernement, on n'avait même pas le tourisme, mais ça a fonctionné. Moi, je suis très proche du ministère du Tourisme le ministère existait, mais le ministre n'existait pas. Mais il y a eu plein d'initiatives. Ils pensent même organiser déjà une conférence de presse demain par rapport à l'hôtel de février et tout cela. Vous n'allez pas me dire que c'est la ministre qui vient d'être nommée qui en est l'initiatrice, puisque donc ça fonctionne. Donc c'est pas forcément le fait qu'il y ait un ministre qui permet de dire que tel aspect est pris en compte. C'est vrai que quand vous prenez certains ministères où on accumule comme cela, le ministre parfois a un penchant. Par exemple, quand je prends le ministère de la Communication, de la Culture, de la Formation civique, comme occupé à l'époque par Anaté Koumé-Alou. À un moment donné, j'ai eu comme l'impression qu'elle était plus ministre de la Culture que de la Communication. On la sentait, elle était plus à l'aise quand les artistes font quelque chose. Elle est toujours présente, mais quand la presse fait quelque chose, elle se fait toujours représenter. Et donc, et dans le ministère, il y avait tout. Il y a des anciens journalistes, des gens de qualité qui la représentaient. Et parfois, ça donne l'impression comme si l'événement, la taille de l'événement est liée à la présence du ministre. Or, parfois, celui qui vient même est plus compétent dans le domaine que le ministre qui s'amène, qui est très souvent un poste politique. Mais quand on revient aussi au cas, il a pratiquement analysé les choses, mais revenons un peu au cas à la justice, c'est-à-dire les droits de l'homme qui est rattaché à la justice. Vous savez très bien. Pas rattaché. Enfin, il y a pas des explications, mais on peut dire que quand un individu a ses droits bafoués, on se plaint souvent au ministère chargé, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Et quand un individu pareil a toujours ses droits bafoués, on se plaint à la justice. On est d'accord. Maintenant, on se demande, quand on a des problèmes de torture, des problèmes où on bafoue les droits de l'homme, etc., on va se plaindre à la justice, alors que c'est il y a également le code pénal. Le code pénal. Donc, voilà, donc il y a un peu il y a une confusion à ce niveau. C'est peut-être pour permettre à la justice de régler ces cas de torture. Mais vous savez très bien que dans notre pays, la justice n'existait pas, ça on l'a toujours dit, ça ne fonctionne pas comme ça doit fonctionner. Et en ce moment, on lui rajoute encore un autre... bon, moi je me dis, il y a un problème, même si c'est vrai, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, c'est pas forcément le ministre ou la ministre qui s'occupe de certains départements, qui a des chargés d'affaires, il y a des hommes compétents dans le ministère qui peuvent, par exemple, en prenant le cas du sport, du ministère où je crois que c'est il y a voilà, un gestionnaire qui n'est pas vraiment trop penchant sur le sport, mais bien sûr qu'il aurait un directeur de cabinet ou quelqu'un qui sera en mesure de gérer le cas sport dans notre pays. Mais c'est le cas de la justice, des droits de l'homme qui sont un peu, que moi je trouve un peu... c'est pas vraiment ça pour moi. Voilà, je réponds à la question pour Fabrice. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que le président du groupe parlementaire UNIR a eu à l'expliquer la dernière fois au Parlement, la justice togolaise est apte aujourd'hui à jouer ce rôle?
Non, pas forcément. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des organisations de la société civile qui fait... Mais qui se plaignent. Qui font. Ils se plaignent parce que, bon, c'est comme si nous aussi on dit non, notre communication a été noyée. Quand on sort ça seul, ça donne quel résultat? C'est aussi ça. Est-ce que... En fait, je crois que les ministères aussi tiennent compte des besoins de l'heure. Et vous voyez, je suis sûr que si vous parcourez les gouvernements de la sous-région, il y aura des pays où il n'y a pas le ministère des droits de l'homme. C'est-à-dire que c'est un ministère créé sous EADEMA à un moment donné pour faire plaisir aux bailleurs. Parce que le Togo avait d'énormes, de sérieux problèmes de droits de l'homme. Quand on parle de déficit démocratique, il fallait créer un ministère comme ça pour donner l'impression auprès des bailleurs ou du moins des partenaires qu'on est très regardant sur les questions des droits de l'homme. Et c'est EADEMA qui a créé de toutes pièces un ministère des droits de l'homme comme cela. Et à l'époque, on l'avait confié à Harry Olympio. À l'époque, qu'est-ce que ça donnait comme résultat? C'est pour ça, moi, je dis, c'est pas forcément... Les droits de l'homme, ça doit être dans nos habitudes. Hein, ça doit être dans nos habitudes. Peut-être que les Togolais ou les acteurs sont un peu restés sur leur soif parce qu'il y a beaucoup de recommandations, notamment les recommandations de la CNDH, Commission des droits de l'homme, qui sont restées un peu dans oui, vous avez vu que quand on a mis sur pied le H-Code, vous avez vu qu'il y avait un chevauchage avec les attributions, le rôle que vous devez vraiment jouer. Amadou Yakoubou, à l'époque, ministre des droits de l'homme, il y avait un certain chevauchage. Moi, je crois qu'il y a quand même des éléments. Il ne faut pas forcément voir que c'est parce qu'il n'y a pas de ministre qu'on a oublié. Il peut aussi avoir des ministres... On n'a rien à mettre sous la dent, quoi. Donc, aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, en matière de droits de l'homme, le Togo a beaucoup évolué. On n'a pas encore fini, on n'en finit pas avec les droits de l'homme, mais le pays a beaucoup évolué. Quand vous prenez des pays comme l'Allemagne, qui était très pointueux sur ces aspects-là, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, la plupart des réfugiés politiques se retrouvent du côté de l'Allemagne depuis les années 90. Donc, si aujourd'hui l'Allemagne dit que ça va, c'est qu'il y a une certaine évolution effectivement sur les questions de droits de l'homme au niveau du Togo. La liberté d'expression, elle existe, mais je ne dis pas qu'on en a fini avec, qu'il faut complètement oublier. Mais je dis par rapport aux priorités, où nous sommes dans un pays où tout est pratiquement prioritaire, je crois qu'un ministère des droits de l'homme qui n'existe pas en tant que ministère, pour moi, ce n'est pas encore... l'hécatombe. Comme je l'ai dit, il y a plein d'institutions, il y a les organisations de la société civile, c'est elles d'ailleurs même qui font le boulot. Vous prenez le CACIT, la Ligue togolaise des droits de l'homme, en plus de la CNDH, c'est eux qui font vraiment le boulot. Le ministre, il fait quoi? Non, mais moi, là où je veux en venir, c'est que vous savez qu'à Lomé, au Togo, pratiquement, on a plus de réfugiés que dans la sous-région. Vous allez comprendre, quand vous allez vers Bepozo, Baguida, nous regorgeons de réfugiés, des gens qui ont fui leur pays. Bon, c'est pour ça que je dis, quand même, s'il y a un ministère créé pour ça... Il y a un haut commissariat. Pas celui des Nations Unies, celui du Togo. C'est vrai qu'on sent plus ça parce que, les questions de réfugiés sont plus ou moins réglées. Les Ivoiriens sont rentrés chez eux. Il y en a encore, forcément. Et ça existe encore, mais bon... Je crois que moi ce que je dis, c'est que c'est pas forcément l'individu ministre qui donne le détonateur. Bon, il n'est pas dans le gouvernement, le ministère n'existe pas. Ça donne l'impression comme si la question des droits de l'homme. Il y a plein d'aspects sur lesquels vous allez prendre même. Il y avait un ministère qu'on appelait le ministère de la ville en 2005. Vous voyez un peu, ça a existé, mais avec quel résultat? C'est un peu, si la mairie joue vraiment son rôle, je crois qu'on peut régler cet aspect-là. Et aujourd'hui, si la justice est juste, en fait, nos droits, c'est devant la justice, on les pose clairement, quoi. Et si la justice joue vraiment son rôle et les justiciables sont satisfaits, je crois que maintenant, s'ils ne le font pas, il y a les organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent. Et très souvent, ce ministère-là même ne défend que l'État. Assez conseillé. Maintenant, nous allons aller à Tablibo, commençant par présenter toutes nos condoléances aux familles éplorées dans cette explosion d'un silo à l'usine de ciment Wassem Fortia. C'était hier dans l'après-midi. On dénombre 15 morts, des corps sans vie couverts de goudron.
qu'est-ce que cela vous donne comme sentiment, cette histoire, puisque ça fait longtemps que les organisations de défense des droits de l'homme parlaient des conditions désastreuses dans lesquelles les ouvriers, donc les compatriotes, étaient traités par les étrangers qui détiennent ces entreprises et ces industries. Je pense qu'il y a un gros problème à ce niveau, parce que quand on laisse des investisseurs étrangers, on en a besoin certes, venir chez nous, faire leurs lois, je pense que ces genres de situations peuvent se répéter à tout temps. Ils vivent dans des conditions tellement, comment dirais-je, les gens ne sont pas bien traités. Quand tu prends les cas des Indiens, des Chinois, nos compatriotes qui travaillent chez eux, on a l'impression que c'est des esclaves. Leurs conditions ne sont pas vraiment, de sécurité surtout, ne sont pas prises en charge. Comment on peut laisser des personnes aller faire la soudure, si j'ai bon mot, c'est ce qui s'est passé au fait, hein, aller faire la soudure sur des tanks de fioul, de kérosène, qui alimentent l'usine, et ne pas avoir la sécurité qu'il faut. Et j'ai l'impression, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais quand on fait la soudure, on utilise quand même de la flamme. Les flammes, des gaz. Donc tout ça, dans quelles conditions nos compatriotes sont allés travailler? Est-ce que la sécurité a été renforcée? Est-ce que... Bon, j'ai l'impression que c'est un problème de sécuritaire. Il faut vraiment revoir ce domaine, enfin le milieu, et voir comment, dans quelles conditions nos compatriotes travaillent dans ces usines-là. La sécurité n'y est pas. Je pense que maintenant, c'est au niveau du ministère de la Sécurité, etc., qui doit prendre les taureaux par les cornes. Voilà, de l'énergie qui doit prendre les taureaux par les cornes et vérifier les conditions de sécurité. Est-ce que même, parce que dans les grandes usines, il y a ce que nous appelons des bornes d'incendie. Est-ce que ça existe vraiment dans ces usines-là? Personne ne se pose la question. Si vraiment les bornes d'incendie ou les bouteilles de, comment on appelle ça, les bouteilles sont présents, mais c'est les premières, quand il y a une catastrophe. Enfin, mais ça dépend aussi de l'ampleur de l'explosion dont il est question. Ah oui, je suis d'accord, mais quand même, il faut des bornes d'incendie. Il faut que les bornes, c'est quoi? C'est des tuyaux qu'on installe vraiment sécurisés, enfin bien sécurisés. Et quand il y a des explosions, c'est la première chose qu'on utilise pour essayer de venir à bout de la flamme ou de l'explosion. Est-ce que ça existe dans nos usines? Je dis non, parce que quand vous allez faire un tour dans ces genres d'usines, vous ne verrez jamais des bornes d'incendie. Donc, je pense que c'est des situations que le Togo ou le département qui s'en occupe doit veiller à ce que ces usines soient équipées de ce genre de bornes d'incendie. Très bien. Oui, Fabrice, par rapport toutes nos condoléances à nos frères qui ont péri dans ce drame qui est lié à une erreur humaine. Et les erreurs humaines, ça arrive partout. Hein. Vous pouvez avoir pris toutes les dispositions. Ça n'excuse pas qu'on ne prenne pas plus de dispositions, mais vous pouvez aussi les prendre toutes. Il y a toujours parfois des défaillances humaines qui font que ce qu'on cherche à éviter advienne. Quand vous prenez la catastrophe de Tchernobyl en Russie, avec ce qui s'est passé, la catastrophe au niveau de Fukushima, des immeubles qui s'écroulent sur des employés, c'est des choses qui arrivent malheureusement parfois, et donc ce qui est arrivé au niveau de OASEM, les conditions de travail, c'est vrai qu'elles n'étaient pas vraiment bonnes, mais les gens y étaient toujours. Il faut toujours chercher à mieux faire. C'est comme quand vous prenez les crashs au niveau, les crashs aériens, on prend toutes les dispositions, mais parfois une petite erreur humaine fait que on envoie tous les passagers au fond de la mer et tout cela. Et donc aujourd'hui, je crois que quand des faits comme ça arrivent, ça permet également d'amener les gens à prendre certaines dispositions pour qu'à l'avenir, mais non, est-ce qu'il fallait aller faire la soudure sur ça ou pas? Je crois qu'au moment où ils allaient, si les gens savaient que est-ce que c'est pas parce que c'est comment un réservoir qui contient du fioul? Voilà. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est des trucs peut-être même qu'ils ont l'habitude de le faire. Et que ça a tourné. Tu vois. C'est-à-dire c'est quand ça arrive. Tu peux sortir tout à l'heure. Peut-être tu as une manière de traverser la route, rien n'arrive.
Mais le jour où quelque chose arrivera, on trouvera que non, que tu as toujours une manière de travailler, de faire ceci ou cela qui ne correspondait pas. C'est dommage, c'est une erreur humaine, effectivement, quand on se rend compte que bon, le fiel c'est dangereux et tout cela, c'est comme ceux qui font du boudin. Il y en a qui gardent ça sous leur lit, rien n'arrive, mais il y a des moments où ça prend feu, et là on dit, ben voilà, il faut pas laisser ça là-bas, et tout ça, donc c'est des risques qui existent et qui arrivent parfois comme cela, mais il faut faire extrêmement attention et faire preuve vraiment de rigueur dans ce qu'on fait. Mais c'est dommage parce que c'est des gens qui étaient allés chercher leur pain quotidien. Quand ça se termine comme ça, ce n'est vraiment pas bien. Mais je ne souhaiterais pas vraiment que ce drame nous amène à aller sur un terrain de xénophobie pour dire les étrangers. Parce que, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que il faut quand même que les conditions de sécurité soient présentes dans ces usines. Parce que j'ai l'impression qu'on banalise, c'est-à-dire on ne prend pas de l'importance aux conditions de sécurité, de travail surtout, des emplois, des ouvriers. Quand vous voyez des ouvriers, par exemple, qui normalement doivent porter des casques, des bottes, des bottillons, des bottes dans certaines usines, bon, il y a des uniformes. Des uniformes, spécifiques. Vous savez qu'il y a des uniformes, enfin des tenues inflammables, ou même quand il y a une explosion ou de la flamme, on peut traverser facilement. Est-ce que les chefs d'entreprise ou bien les responsables de ces usines pensent à avoir ces genres d'abus de sécurité? C'est pour dire simplement, vrai, le drame ça peut arriver à n'importe quel moment, mais quand même il faut le minimum de sécurité pour amoindrir peut-être un peu l'intensité de ce genre de situation. Donc moi je mets toujours l'accent sur la sécurité d'abord, de prévenir. On dit souvent vaut mieux prévenir que de guérir. Donc il faut quand même que les usines, c'est pas pour jeter la thème sur les étrangers présents chez nous, mais c'est vrai que ces mêmes étrangers font tout pour limiter, ou peut-être un problème d'argent. Ils ne veulent pas investir, eux ils sont là tout simplement pour ramasser le maximum, faire le maximum de profit en oubliant un peu les conditions de vie des salariés. C'est là où je veux en venir. Donc il faut que l'État prenne ses dispositions pour obliger ces compagnies à mettre au point, à s'équiper de moyens sécuritaires pour que ces genres de choses ne nous arrivent pas tout le temps. Oui, Fabrice, toujours par rapport à ce drame, c'est vrai que dans les pays, vous avez parlé tout à l'heure des crashs d'avions, vous avez parlé des explosions. Quand on prend par exemple l'explosion au niveau de l'usine en Tunisie la dernière fois, c'est vrai que dans la foulée, vous avez un communiqué officiel qui sort, qui vous dit qu'on ouvre une instruction, une enquête autour de la chose. Mais est-ce qu'on peut arriver à ça au Togo pour amener peut-être les responsables qui se chargent de ces usines et entreprises à assurer de bonnes conditions de travail? Parce qu'on sent les conditions. Non, les conditions. Bon, non, c'est quand ça arrive, ça donne l'impression. Je dis toujours, les défaillances humaines, ça existe toujours. Hein. Et donc, quand ça arrive, forcément, quand ça n'arrive pas, bon, vous êtes couvert. Quand ça arrive, c'est souffler aussi que quand vous dites que vous avez été défaillant. Donc, sur ce point, je suis d'accord. Maintenant, les enquêtes, non, on ouvre toujours les enquêtes, quel que soit ce qui arrive. Et pour bon, très souvent aussi, même quand vous prenez avec... On les ouvre, mais on les fait... Non, on les fait gratuitement. On dit d'avoir un peu d'argent et puis les enquêtes sont fermées. Une enquête, aujourd'hui, tout à l'heure, tu peux te lever, tu me tords le cou. On va ouvrir une enquête, même si on sait déjà ce qui s'est passé clairement. On doit forcément ouvrir une enquête. Il suffit que, justement, monsieur Razik, un peu de sous, un peu d'argent, l'enquête est fermée rapidement, c'est ça. L'enquête, ce n'est pas toujours forcément pour punir qui que ce soit. Je crois que même les assurances aussi ont besoin de ça. Alors, si vous l'avez fait sciemment, ou alors est-ce que c'est un accident? Je crois que c'est des éléments quand même importants qu'il faut... il faut toujours diligenter une enquête dans ce qu'il fait. Et pour ne pas parfois condamner des innocents ou alors pour des gens qui ont posé un acte pour lequel il n'y avait pas pensé. Il faut toujours une enquête, même si on a tous les éléments de tout ce qui s'est passé. Très bien. Non, mais c'est que les enquêtes ne se font pas comme dans de bonnes conditions. Parce que ça arrive souvent qu'un ouvrier voit son pied coupé dans une usine. Bon,
j'ai un cas, le gars reste pendant des années, 20 ans, 30 ans, sans même être dédommagé. Parce que l'enquête était fermée, parce que le chef d'entreprise a assez de moyens pour corrompre. Donc, c'est ce genre de choses que je condamne souvent. Je dis, ben non, il faut que ça s'arrête un peu, qu'on ouvre réellement une enquête, que ça aboutisse, pas forcément, comme l'a dit Fabrice, pour punir, mais pour comprendre les causes et éviter à l'avenir que ça ne reproduise pas. Donc, il faut vraiment que cette fois-ci, une enquête soit ouverte, qu'on nous dise, qu'on ait quand même un communiqué qui nous dise, voilà, ce sont les causes de cet accident, enfin du drame à Tabligo, et que ça n'arrive plus demain. Et que les familles aussi, éplorées, se disent, bon, c'est vrai, c'est un drame, on ne peut pas faire autrement, mais quand même, on sait que c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, que ça s'est produit. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on ouvre une enquête et que l'enquête puisse aboutir. Ouais, je crois que sur ce coup aussi, il faut aussi maintenant que les gens apprennent à avoir la culture d'être assistés par les avocats. Absolument. Parce que ça donne très souvent l'impression comme si c'est un luxe, c'est réservé seulement à de grandes personnes. Parce que dans ce coup-là, à ceux qui ont les moyens. Oui, tu ne t'y connais pas. Par exemple, ceux qui sont morts là, si les familles ne prennent pas d'avocats parce qu'ils craignent que il faut un collectif. Ça entraîne des coups. Il faut prendre les avocats. Vous savez qui peuvent suivre ça. Sinon, si en tant que vous, individu, vous voulez suivre ça, vous allez vous perdre à un moment donné, même démissionner, même parce que ça devient fatigant et lassant. C'est la même chose, même les préjudices qu'on connaît par rapport à tel ou tel dans la circulation où il faut vous faire rembourser par une compagnie d'assurance. C'est vrai que quand l'avocat vient, ça fait des coups, mais il n'y a que lui qui peut vraiment... C'est son travail. C'est son travail. Vous n'allez pas quitter votre petit village tous les matins pour venir ici ou là pour régler tel ou tel ou tel. Donc il faut vraiment que les avocats soient disponibles et que les gens leur fassent confiance. Parce que parfois aussi, les démunis là, ils font tout ça et après, il y a vraiment des dédommagements et puis bon, les avocats se mettent le poche et puis vous disent non, ça n'a pas, ou alors donnez ceci, vous donnez, à un moment donné, vous dites bon, ça va, et autres. Alors que peut-être le dommage a été payé, l'avocat a reçu les fonds et il n'a jamais remboursé. Ça arrive tout le temps. Très bien, on vous a assez compris. Ce sera tout pour ce numéro. Nous sommes vite rattrapés par le temps. Merci donc à Fabrice Pétési. Merci aux téléspectateurs. Merci à José-Éric Gagli. Merci à Rodrigue, merci Fabrice, merci aussi à tous les téléspectateurs. Voilà, merci donc à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Toutes nos condoléances une fois encore aux familles éplorées dans ce drame à Tabligo. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Au revoir.